On va attendre que ça démarre effectivement. Est-ce que ça a bien démarré? Oui, c'est bon. Je t'ai Alors, la main. parfait, merci. Donc, hop, je vais commencer par partager mon écran et je veux bien que tu me confirmes si tu vois mon écran. C'est OK pour vous? Ok, super. Bah, écoutez, bienvenue à cette session sur la gouvernance de Teams. Donc aujourd'hui, enfin c'est une session que je fais depuis 3 ans maintenant, et à chaque fois que je fais évoluer selon ce que je vois par exemple chez mes clients, ou bien surtout suivant la roadmap Teams qui fait évoluer la partie gouvernance. Alors, je suis Sabrine Chouk, donc je suis MVP depuis 4-5 ans maintenant. Je viens du monde du SharePoint, donc il y a 10 ans, j'ai fait mon premier projet SharePoint et j'ai pris le virage du cloud. Donc maintenant, je travaille sur Office 365 et plus globalement Microsoft 365. Donc, j'ai créé Athena IT Consulting. On est plutôt spécialiste de l'accompagnement changement, de la transformation digitale. Donc, on s'occupe des sujets comme la gouvernance, la formation, le plan d'accompagnement, le plan de communication, etc. Donc, vous avez mes coordonnées si vous voulez me contacter. Donc, vous avez ma boîte mail. Sinon, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, par exemple, ou m'interpeller sur Twitter. Et vous avez l'adresse de mon blog. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par une introduction. Après, je vais vous présenter Teams, mais rapidement, parce que maintenant, Teams n'a plus besoin vraiment de démos super poussées, parce que je suppose que si vous êtes dans cette session, c'est que vous avez entendu parler de Teams ou bien vous avez utilisé Teams. Et puis, je vais vous parler de 2 nouveautés. Il y en a énormément. La roadmap de Teams est super riche, mais j'ai choisi 2. 2 nouveautés pour vous en parler aujourd'hui. Et puis, on va passer au sujet de la gouvernance. Donc, c'est un sujet qui me passionne particulièrement. Et j'ai énormément de retours d'expérience à vous faire. Donc, j'ai choisi 2 retours d'expérience dans 2 groupes différents pour vous donner en fait ce retour. Alors, je vois que en fait, aujourd'hui, on n'est pas nombreux, donc on va avoir peut-être la possibilité d'avoir une idée sur les profils. Donc, on a 3 personnes. Donc, si vous voulez bien, juste, on ne va pas forcément faire un retour de table, mais j'aimerais bien savoir si vous faites partie de l'IT ou vous faites partie du business. Donc, si vous faites partie de l'IT, si vous voulez bien lever la main. Donc, lever la main, c'est par là. Hop. OK, super. On a Isabelle. Et puis si vous faites partie des métiers, par exemple, je ne sais pas, communication, ou bien, d'autres services, OK. Eh ben, écoutez, super. Donc, je vais essayer est-ce que, enfin, dernière question, et après on finit ce quiz. Est-ce que vous avez déjà utilisé Teams, ou est-ce que c'est votre peut-être première démo sur Teams? Donc, si vous avez déjà utilisé Teams, si vous voulez bien lever la main. Ok, Julien, ok, super. Mais écoutez, ok. Et Isabelle, je ne sais pas si vous avez utilisé Teams ou pas. Comme ça, je sais en fait au niveau des démos comment je dois emmener le sujet. Ok, super. Donc, je ne vais pas faire forcément une démonstration pour débutants pour présenter Teams. Je vais plutôt faire une démonstration un peu plus poussée pour m'adapter à votre profil. Écoutez, si vous avez des questions au fur et à mesure de la session, ça ne me dérange pas du tout. N'hésitez pas à réactiver votre micro pour me poser la question. Ça ne me perturbe pas du tout. Mais n'oubliez pas après de le désactiver pour qu'on puisse avoir cette session dans de bonnes conditions. Sinon, si vous êtes plus à l'aise à l'écrit, laissez-moi des petits messages dans la conversation et puis on va les parcourir à la fin. Allez, c'est parti. Donc, Donc, je vais commencer. Moi, je suis spécialiste des usages, donc je vais apporter le sujet en fait à travers les usages. Donc, c'est une slide qui appartient à Patrick Guimonet. Et en fait, c'était lors de la MWCP, donc le Modern Workplace, en fait, on a fait une pré-conférence ensemble et j'aimais bien ce slide, donc je l'ai récupéré.
Donc, ce que les utilisateurs doivent voir quand on parle de Microsoft 365, ce sont différentes familles en fait d'usage. Donc, on a la première famille qui est la gestion documentaire et dedans, on va trouver du OneDrive, du SharePoint et Delve qui va nous permettre de retrouver l'information. Et récemment, le projet Cortex en fait, c'est du knowledge management qui va nous permettre justement de retrouver la bonne information en la taguant. Il y a la productivité personnelle, c'est-à-dire en tant que collaborateur, qu'est-ce que cette suite permet de m'apporter? Donc, je vais avoir mon calendrier, mes contacts, To-Do et puis en fait Office, comme on l'a toujours connu. Ensuite, on a la partie communication et donc on va avoir tout ce qui est notion de réseau social, on a les intranets SharePoint, on a Outlook aussi, on a un certain nombre d'outils, dont Teams. Ensuite, on a la partie collaboration, donc comment travailler ensemble. Et donc, et là, on va trouver du Kaizela en fait pour un certain profil qui est les first line workers ou les personnes qui se déplacent beaucoup. Ensuite, on a la partie Teams. Après, on a tout ce qui est process métier et donc avec la suite Power BI, Power Apps et Power Automate. Et enfin, on a la partie administration. Donc en fait, vous voyez aujourd'hui que Teams, en fait, est présent dans deux usages majeurs quand même au sein de l'entreprise, qui est la communication et la collaboration. Pourquoi? Parce que Teams, en fait, a tout un module de communication donc, qui permet de faire des réunions, qui permet de faire du chat, etc. Et bien sûr, on a un deuxième module qui passe par les équipes Teams et qui permet justement à une équipe, à un certain, ou peut-être à plusieurs équipes, d'échanger, de collaborer ensemble. Et vous allez le voir, en fait, je suis en train de faire évoluer cette session, donc je ne le ferai pas maintenant, mais Teams devient le hub des applications. Et donc, on va pouvoir intégrer dans Teams un certain nombre de process métiers. Donc, il va y avoir une prochaine session dédiée aux applications qu'on peut mettre dans Teams, c'est les applications métiers. Et donc en fait, finir avec, avant la démo, je voulais vous présenter la structure d'un espace Teams. Donc je vais faire un focus aujourd'hui sur la collaboration. Et donc un espace Teams, ben, est constitué en fait de différents canaux. Donc là où on peut, enfin moi j'illustre ça, en disant c'est des sous-Teams. Donc on a un Teams chapeau et puis on a différents canaux, comme par exemple le canal général. Ce canal général, il est accessible en fait aux différents collaborateurs qui ont accès aux Teams. Et donc on peut avoir différentes tabulations que je vais vous montrer, hein, je ne vais pas m'attarder, mais je vais vous montrer ça dans la partie démo. Et donc, une partie où on peut échanger, une partie où on peut échanger les fichiers. On a la partie OneNote qui nous permet de prendre des notes et on peut rajouter des applications. Une nouveauté, quand je dis nouveauté, ça n'a pas été vraiment shippé avec Teams, mais c'est arrivé plus tard, donc, ça fait plus d'un an maintenant. On a les canaux privés. Donc, si j'ai un sujet un peu touchy, par exemple, ou un sujet confidentiel, et il ne faut pas que ça soit accessible à toute l'équipe, ben, j'ai la possibilité de créer un canal privé qui est accessible à une partie de l'équipe. Mais dans ce canal, je suis un peu limitée pour le moment en fait, au niveau des applications que je peux rajouter. J'ai la possibilité, bien sûr, de faire l'échange et d'échanger des fichiers. C'est quand même les bases de la collaboration. Mais je n'ai pas la possibilité de faire l'aspect planification via Planner, par exemple, et d'autres applications. Donc là, c'est juste pour poser les bases. Et là, maintenant, je vais passer en fait à la partie démonstration. Donc en fait, pour les démonstrations, je choisis toujours, en fait, moi je présente Teams en tant qu'il y a différents Teams pour différents départements. C'est-à-dire, on ne peut pas présenter Teams de la même manière à tous les départements. Il y a un Teams pour les marketing et pour le présenter, bon, on va passer par un usage en fait marketing pour dire, ben, par exemple, pour l'IT, eh ben, tous vos projets de transformation vont passer par Teams. Toute la partie support, on peut la faire passer par Teams. Pour les RH, par exemple, et c'est un peu la démonstration que j'ai faite l'année dernière dans cet événement. C'est Teams pour les RH. Et donc, c'est un outil qui va vous permettre en fait de centraliser les informations de tous les candidats, de les supprimer d'une manière simple pour être conforme avec les règles de RGPD. Mais cette année, j'ai choisi l'IT. Et donc, la démonstration que je vais vous faire, c'est comment, quand je suis un chef de projet IT, je veux lancer un projet. Donc, bien sûr, je fais ma réunion de kick-off, etc. Je mets tout le monde autour de la table et on va se mettre d'accord sur l'outillage. Et après, je vais créer un espace pour mon projet.
Et au lieu de le créer de zéro, comme ce qu'on a l'habitude de faire dans Teams, je voulais vous illustrer en fait une nouveauté. Ça vient d'arriver, ça date de quelques mois, peut-être deux ou 3 mois. C'est la notion de template. Parce qu'aujourd'hui, en fait, au lieu de laisser la possibilité aux utilisateurs de créer des Teams de zéro, ben, on a la possibilité de préconfigurer un template et de le mettre à disposition de différents services. Et concrètement, sans blabla, eh ben, on va passer à la partie template. Donc là, en fait, je suis dans Teams. Hop, je vais fermer tout ça. Euh, voilà. Donc j'arrive en fait ici dans mon Teams, j'ai différents raccourcis, l'activité, la conversation pour faire du chat one-to-one, et j'ai surtout la partie équipe qui va me permettre justement de créer des espaces en fait pour la partie collaboration. Et donc je suis un chef de projet, ben, je vais cliquer sur rejoindre ou créer une équipe, je vais cliquer sur créer une équipe. Et bien ici, en fait, j'ai la possibilité de créer à partir de zéro, mais depuis très peu, on a la possibilité d'avoir des modèles. Et donc ici, ce que j'ai fait, j'ai créé un modèle, j'ai préconfiguré un modèle qui s'appelle projet. Et donc, quand le chef de projet clique dessus, il n'a pas à recréer tout de zéro. Il s'agit d'un modèle en fait qui est préconfiguré. Donc, je clique dessus. Il me dit par défaut, tu vas avoir différents canaux. Tu vas avoir un canal dédié à la communication, un canal dédié aux pilotes. En fait, moi, j'estime que quand on fait un projet informatique, on a différents chantiers. Et donc, j'ai séparé, chaque chantier aura son canal. Eh ben, il va y avoir la partie technique, il va y avoir la partie, bien sûr, adoption et accompagnement. Il va y avoir la partie budget. En fait, j'ai attribué un canal à toute la partie réunion, suivi et planning parce que il y a toute la notion, bien sûr, de planification, compte rendu, etc. Il y a les pilotes, si on va faire des pilotes au sein de ce projet. Il y a le canal communication et le canal général. Et donc, en fait, non seulement il va me créer par défaut tous les canaux, mais il va aussi me créer par défaut toutes les applications dont j'ai besoin. Il va les ajouter, il va les préconfigurer dans les canaux, donc je n'ai pas à les ajouter un par un. Et donc là, il va me poser la question, est-ce que tu veux des Teams privés ou des Teams publics? Et donc, je vais choisir privé. Il va me demander le nom de l'équipe. Donc, je vais dire, moi, j'aime bien préfixer toujours le, par le service et je vais dire, euh, là, en fait, il va m'instancier, on va dire, une équipe qui correspond en fait au cahier des charges que je lui ai donné. Et donc, il va mouliner un peu parce qu'en fait, il y a un certain nombre de configurations qu'il va devoir faire, il va créer les équipes, etc. Donc, moi, pour anticiper tout ça, je l'ai créé avant et je voulais vous montrer ce qu'on aura. Donc, on va avoir un canal général, on va avoir le canal adoption et accompagnement, mais on ne s'est pas arrêté là. J'ai déjà, en fait, dans la partie accompagnement, on va partir du principe qu'on va créer des vidéos à destination de tous les utilisateurs pour faire peut-être les pas à pas sur l'application ou pour faire la promotion. Donc, je clique ici, en fait, je tombe directement sur parce que je l'ai bien sûr paramétré, mais je tombe sur le canal stream qui est lié à ce projet. Donc, quand je fais de l'accompagnement aussi, ben, j'ai besoin bien sûr, de stocker des fichiers. Et j'ai besoin, en tout cas moi chez mes clients, ce qu'on fait, c'est on mesure l'adoption. Comment on mesure l'adoption? Microsoft met à destination un certain nombre de rapports dans le Executive Summary que j'adore, donc c'est le dernier en date. Et donc le Executive Summary, il va vous permettre justement de mesurer l'adoption et de la voir d'une manière synthétique. C'est vraiment dédié aux codir et les execs. Donc là, on voit le nombre d'utilisateurs actifs, on voit en termes d'utilisation des outils, quel périphérique, le stockage, et puis avoir une sorte d'aperçu en fait sur l'utilisation de tous les outils, vraiment d'une manière synthétique. Si je veux aller dans le détail, eh ben, je vais dans la partie overview, je vais aller dans le product usage, je vais aller dans le user activity. Si je veux savoir qui fait quoi au sein de quel service, quel département, quel country, eh ben c'est ici où il faut aller.
Je ne vais pas forcément m'attarder dessus parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je voulais quand même vous faire un petit clin d'œil en disant, si vous travaillez sur le déploiement de Teams, le Executive Summary peut être top et je vais vous montrer tout à l'heure comment l'étendre avec Power BI si le temps le permet. Je ferme la parenthèse. Du coup, ici, on a un Teams privé, donc qui permet justement à un certain nombre de membres de l'équipe d'échanger autour du budget. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous créez un template, en fait, aujourd'hui, on n'est pas capable de créer un template avec un canal privé. Donc là, notre démonstration, elle n'a pas encore été créée, mais si en fait il a fini le travail, on va avoir un canal public qui s'appelle budget. Donc pour le moment, ce qu'on fait chez mes clients, c'est les canaux privés, on ne les met pas dans le template pour le moment, en attendant que Microsoft rajoute cette fonctionnalité à la création de templates. J'ai la partie communication, j'ai la partie pilote. Je fais le tour pour vous montrer quels sont les types d'outils qu'on peut mettre dans le template. Et donc là, par exemple, Sabrine, on a une petite question dans le chat posée par Isabelle. Je ne sais pas si c'est le moment de ouais, s'y consacrer. en fait, moi, je ne vois pas les questions parce que je suis invitée, donc n'hésite pas Pardon. à Donc, les... Isabelle pose la question, où est-ce qu'on trouve le Usage Executive Summary? Oui, c'est ça. Dans la console? En fait, oui, en fait, il faut qu'on aille dans la partie Power BI, tout simplement. Donc, il faut le créer, hein. Donc, je vais aller dans la partie Power BI. Donc, ici, il faut cliquer sur Obtenir les données. En fait, moi, je le fais d'une manière super simple. Donc, je clique. On a la possibilité, bien sûr, de télécharger, comme j'ai fait ici, de Oui, télécharger l'application. le PBX et de le connecter aux tenantes. Mhm. Ou bien, si vous n'êtes pas très à l'aise avec Power BI, sans Ouais. problème, eh ben, vous allez ici obtenir les données. Ici, c'est voilà, c'est obtenir ici et on D'accord. clique, on met Microsoft 365, il nous le propose OK. et donc après vous avez, ici dans la partie où est-ce que je l'ai rajouté? Il va s'afficher ici dans la partie non, c'est dans mon espace de travail. Voilà, il va s'ajouter ici et c'est ce que j'ai ouvert, c'est ce que j'ai intégré en fait, c'est le Executive Summary, c'est ce que j'ai intégré dans Teams, tout simplement en récupérant le lien et en le Juste en publiant anglais. ici. OK. Mmh, OK. voilà, Merci beaucoup. avec plaisir. Et donc, et moi, en fait, je vais plus loin parce qu'on est aussi dans le thème ici dans cette conférence. Je vais plus loin, c'est que je l'ouvre, une fois que je l'ai publié, je l'ouvre avec Power BI et en fait, ici, on voit qu'on a les tables, les différentes tables. En fait, ce sont des tables comme les bases de données, tout simplement, qu'on a la possibilité de questionner. Parce que moi, mes clients, ils disent, bon, ça c'est sympa, mais moi déjà, je veux avoir un peu plus de détails sur certaines données. Il y a des données qui qui m'intéressent pas trop. Qu'on va pouvoir modifier le rapport. Pourquoi? Parce qu'on a sous la main, en fait, déjà toutes les données qu'on a au niveau du tenante. Et moi, ma table fétiche, ça s'appelle User Activity. Et donc, si je veux savoir ce que les utilisateurs font, par exemple, par exemple, moi j'aime bien savoir le pourcentage de mails lus par rapport au pourcentage de mails reçus, les mails envoyés, pour voir est-ce que les utilisateurs font plutôt une utilisation passive, ils lisent ou est-ce qu'ils répondent vraiment à partir de la boîte aux lettres. Pour Teams, c'est pareil, on a la possibilité d'avoir en fait, des retours sur qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils font plutôt des réunions? Est-ce qu'ils collaborent dans les chaînes d'équipe? Est-ce qu'ils font plutôt du chat? Et donc, une fois qu'on a la main sur les données, on peut déjà les croiser avec d'autres données qui viennent de la base RH et qu'on n'a pas dans l'AD. Je ne veux pas rentrer trop dans la technique pour vous effrayer, mais en tout cas, c'est hyper puissant. Et même moi, je suis loin d'être experte en Power BI, donc ce n'est pas trop mon domaine d'expertise, mais avec, on va dire, mon expertise limitée, j'arrive à faire des choses parce que on a les données sous la main, ou du moment où on a les données, et ben, le fait de créer un rapport, de faire du drag and drop devient vraiment un jeu d'enfant. Il n'y a pas de code à écrire. Voilà, donc je reviens à mon Teams. Donc ici, en fait, bien sûr, j'essaie de pousser l'utilisation au max. Je rajoute le Project for the Web. Donc moi, j'ai une autre session sur Project for the Web qui est enregistrée d'ailleurs et publiée sur le site AMS. J'utilise aussi le calendrier qui vient d'arriver dans Teams qui s'appelle Calendrier des maths. Enfin, qui s'appelle Calendrier, en fait. Moi, je l'ai appelé Calendrier des maths pour mettre en fait tous les jalons
important. Et donc ça, c'est une demande récurrente. C'est comment je peux avoir un calendrier dans Teams. Et bien maintenant, on a la possibilité de le faire pour mettre les jalons. Donc, bien sûr, je suis passée, je n'ai pas évoqué la partie nouvelle conversation, comment coéditer les fichiers, parce que je pars du principe que vous êtes à l'aise sur cette partie-là. Et je voulais vraiment vous rajouter en fait, une démo sur la partie modèle, comment l'utiliser, et vous donner quelques éclairages sur les outils qu'on peut intégrer dans Teams et pourquoi. Par exemple, la partie liste, suivi des problèmes, pour pouvoir suivre les problèmes que vous avez dans les pilotes, etc. Bon, voilà la démo rapidement. Donc maintenant, on va revenir à notre sujet qui est la gouvernance. Hop. Et c'est parti. J'ai plein de choses à vous dire aussi sur la partie gouvernance. Donc, en fait, j'ai fait pas mal de slides que je vais peut-être pas tous présenter, mais ça vous permettrait après de les lire à tête reposée. Donc là, je voulais quand même vous rappeler que on a deux manières d'échanger. On a les conversations d'équipe dans les équipes et on a la partie chat. Et bien sûr, en fait, la conversation d'équipe, quand je poste un message dans une équipe Teams, et ben, c'est publié à toute l'équipe. Mais le chat, on peut faire un chat one-to-one ou one-to-many. En tout cas, c'est différent. Les nouveautés dans Teams. Donc, je voulais vous parler de deux nouveautés. Je vais refaire mon partage parce que je pense que je n'ai pas rajouté le son et j'aimerais. Sinon, je vais la commenter sans problème. En fait, je voulais parler d'une nouveauté qui s'appelle les breakout rooms. Donc, ce sont les sous-salles qui sont hyper utiles pour la partie formation. Moi, je fais beaucoup de formations sur Teams et donc la possibilité d'avoir des salles, c'est top. Et en fait, on l'utilise aussi pour la partie brainstorming. À quoi ça consiste les breakout rooms? Tout simplement, c'est pour la partie c'est quand j'ai un groupe, en fait, on est tous dans la même salle. J'ai la possibilité de créer une sous-salle en disant, bah, on va avoir deux salles et on va créer deux groupes pour pouvoir brainstormer. Chaque groupe va brainstormer de son côté. Et on va pouvoir choisir qui sera dans quelle salle. Et moi, en tant qu'organisateur, je peux rejoindre la première salle et rejoindre la deuxième salle, en fait, à la volée quand je veux. Et après, une fois qu'on a fini le, le brainstorming, et ben, on va pouvoir revenir tous ensemble à la salle pour débriefer. Donc là, je vous laisse la vidéo pour pouvoir la voir tranquillement. Hop, excusez-moi. Donc, la deuxième nouveauté, en fait, ça a été annoncé depuis un petit moment, mais je ne l'ai jamais vu arriver chez moi. Donc, j'en parle toujours comme une nouvelle fonctionnalité. Donc, c'est la partie well-being dans Microsoft, dans Teams, en fait. Et c'est arrivé, ça a accompagné le confinement, c'était de voir en fait, ben, est-ce que les collaborateurs se sentent bien, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont besoin de faire des sessions de méditation, de yoga, il y a la partie aussi focus time, c'est génial parce que ça nous permet en fait d'avoir du temps de concentration et de ne pas accepter des réunions qui se succèdent aujourd'hui et d'avoir un peu de temps de concentration entre les réunions. Et donc, c'est assez sympa. Donc, j'ai vu les vidéos, mais encore une fois, c'est pas arrivé chez moi, donc j'ai pas de retour d'expérience à vous faire. On va parler enfin de la gouvernance. Et donc, la gouvernance, il y a plein de sujets en fait. C'est tout un univers, mais j'ai résumé les sujets de base. Donc, qui peut créer un team? Est-ce qu'on peut avoir des conventions de nommage? Est-ce qu'on peut avoir de l'approbation? Quel est le cycle de vie d'un Teams? Et en fait, encore une fois, je fais évoluer cette session au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités qu'on a et puis au fur et à mesure des retours d'expérience et de ce que je vois chez mes clients. Donc, je ne vais pas revenir sur les notions peut-être de base. Je vais vous proposer des alternatives et des choses un peu plus poussées. Et donc, c'est une slide en fait de la SPC 2019, mais qui reste d'actualité. Voilà les différents chantiers de la gouvernance quand on attaque un chantier de gouvernance. Les conventions de nommage, je sais qu'on est hyper fan en France des conventions de nommage. Qui peut créer quoi? L'expiration, c'est-à-dire le cycle de vie. Quand est-ce que je dis que ce Teams-là est devenu un Teams fantôme et n'est plus utilisé? Quand est-ce que je l'archive? Est-ce que j'ouvre
aux guests, donc aux invités qui ne font pas partie de l'entreprise. Qu'est-ce que je mets comme type de policy, que ce soit sur la partie rétention, sur la partie e-discovery, sur la partie DLP. Vous allez voir, hein, si c'est des mots qui ne vous parlent pas du tout, je donne au fur et à mesure, je vais vous donner des exemples concrets et à quoi ça pourrait servir dans la vie de tous les jours. L'utilisation des templates que je viens de vous montrer. Donc, comment créer ces templates-là? Est-ce qu'on est-ce qu'on crée un template pour toute l'entreprise? Est-ce qu'on crée un template par service? Est-ce qu'on les affiche pour tout le monde ou pas? Et puis, la partie monitoring. Donc, selon le temps qu'on a, donc je vois qu'il nous reste à peu près une demi-heure. Selon le temps qu'on a, on va voir différents chantiers. Et puis, bien sûr, tout est détaillé dans les slides. Donc, si vous aurez la totalité de ces chantiers-là dans les slides. Et bien sûr, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est parti, donc je vais commencer par la partie politique de nommage. Politique de nommage, pourquoi? Parce que en fait, on a la possibilité dans Microsoft 365 de travailler sur les politiques de nommage, que ce soit pour les sites SharePoint, pour les Teams, pour les Groups. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vous faut bien sûr des licences Azure AD Premium. Qui dit Premium dit payante. Et donc, je vais passer directement à la démonstration. En fait, ce que je vous propose sur la partie politique de nommage, c'est que vous soyez au courant de ce qu'on peut et on ne peut pas faire techniquement avant d'attaquer ce chantier. Parce que je l'ai vu chez l'un de mes clients, on a travaillé sur les politiques de nommage, on a fait des politiques de nommage super chiadées, tout ça. Puis on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout techniquement faisable. Du coup, on a dû refaire la réflexion une deuxième fois. Donc, partez de ce qui est possible parce que pour le coup, même si on paye une licence supplémentaire Azure AD Premium pour faire les conventions de nommage, il reste assez rigide et il ne nous donne pas la possibilité de faire ce qu'on veut. Donc, je vais vous montrer ce qu'on peut faire et après, ça va vous permettre justement d'alimenter votre réflexion. Bien sûr, ça se gère au niveau d'Azure AD Premium, d'Azure AD direct de l'AD en fait, tout simplement. Hop. Bon, on va dire oui, c'est pas bien, mais... Comme ça, il ne me déconnecte pas. Donc là, je suis connectée à l'Admin Center. Je vais aller au niveau d'Azure AD. Il faut aller au niveau de groupe. Et donc là, vous allez voir en fait vos groupes, donc que ce soit des Teams ou autre chose. Et donc, on a la possibilité d'avoir un naming policy. Tout ça passe bien sûr par la licence qui va bien. Et donc, pour les groupes de nommage, pour les politiques de nommage, on a deux possibilités. On crée une politique de nommage en préfixant ou en suffixant un Teams automatiquement. Et donc, j'ai la possibilité, en fait, de préfixer un Teams avec un certain nombre d'attributs. Donc, les attributs viennent du profil de l'utilisateur. C'est-à-dire, si moi, dans l'AD ou dans mon profil, c'est écrit IT, si je préfixe avec le département, eh ben, tous les Teams que je crée seront préfixés par IT automatiquement. Parce qu'on sait en fait que les politiques de nommage, si on les laisse aux mains des utilisateurs, ben, ça ne sera jamais fait, tout simplement. Et donc là, on peut prendre la décision de préfixer tous mes Teams par département ou par compagnie si vous en avez plusieurs. Par contre, moi, j'ai des clients qui disent ben, FR, PL pour Pologne, etc. Malheureusement, on ne peut pas ajouter un autre attribut. C'est-à-dire, on peut utiliser que ces attributs-là de l'AD. Si vous avez un attribut custom que vous avez rajouté pour dire, je ne sais pas, ça c'est un intégré, ça c'est pas un intégré, des informations que vous avez en fait dans votre AD, eh ben, vous ne pouvez pas l'exploiter parce qu'on n'a pas la possibilité de rajouter d'autres colonnes. Donc, c'est soit ces colonnes-là, soit bah, rien. On a la possibilité aussi de suffixer, que ce soit par un string ou que ce soit par un attribut, pareil, les attributs de l'AD. Ce qu'il faut savoir, c'est que un gros frein que je vois pour les grands groupes, ça suffirait en fait pour peut-être une PME ou autre, sans que ça soit péjoratif, mais pour des grands groupes, par exemple, qui ont plusieurs entités et qui me disent, par exemple, moi, en France, je veux mettre en place telle politique de nommage, et au Portugal ou par exemple en Pologne, ben, j'aimerais avoir une autre politique de nommage, ben, c'est pas possible en fait. On peut pas avoir des politiques de nommage selon l'endroit où on est. C'est soit on a une politique de nommage pour tout le groupe, soit on l'a pas. Il y a plusieurs limitations comme ça, donc c'est pour ça que je dis, pour le coup, c'est pas forcément une méthode de travail que je préconise, mais là, pour le coup, partez de ce qui est possible avant d'imaginer des politiques de nommage qu'on ne pourra pas forcément appliquer. On a la possibilité de bloquer des mots. Et donc, de dire, bah, par exemple, le mot RH, il est
il est bloqué. En fait, on ne peut pas l'utiliser dans les Teams parce que si on crée un Teams qui s'appelle RH, et les vrais RH ne seront pas en mesure de le créer. C'est tout con, mais voilà, le mot codir, ça dépend des mots qu'on veut bloquer. Donc, il suffit de rajouter un CSV. Donc, il nous donne le format du CSV, on rajoute les termes, on l'upload et puis après, ces mots-là sont bannis ou sont interdits. Donc voilà pour la partie politique de nommage, c'est quand même utile parce que ça nous permet d'étiqueter, de préfixer ou de suffixer automatiquement, ce qui est quand même confortable pour les utilisateurs. Ils ne sont pas obligés à chaque fois de se rappeler IT- ou FR- autre chose, mais c'est assez limité. Est-ce qu'on a des questions pour le moment? Parce que j'arrive pas à voir les questions. Non, pas pour l'instant. Tu peux y aller. Effectivement, on a bien passé la moitié de la session et tu peux poursuivre. Pas de Yes, questions. merci. Donc pour la partie création, donc je vais passer à la partie création. Qui peut créer un Teams? Donc c'est un sujet qui déchaîne toutes les passions, hein. Donc avant, je parlais de 3 possibilités, mais aujourd'hui, j'ai rajouté une autre possibilité que j'ai pu voir. Donc, qui peut créer un Teams? Quelles sont les possibilités qu'on a? On a le self-service par défaut, c'est-à-dire tout le monde peut créer un Teams. On a les Teams managés par les référents, c'est-à-dire on bloque la création automatique et on crée une application qui permet à un utilisateur de saisir sa demande et ça arrive chez des référents, soit des relais IT, soit des managers. Ça peut être des teams gérés par l'IT ou ça peut être du self-service à condition que l'utilisateur a fini son training. C'est-à-dire on propose 1 heure de e-learning que l'utilisateur doit suivre avec un quiz à la fin. Donc, il doit avoir le badge formé Teams. Et donc, dans cette heure de formation, on va mettre toutes les bonnes pratiques. Donc, ça, c'est top parce que ça permet vraiment de laisser du libre service, mais aussi d'avoir une sorte de awareness autour des bonnes pratiques. Excusez-moi pour le franglais aujourd'hui. Voilà, sachez que c'est une possibilité. Donc là, c'est les avantages et les inconvénients de chacun. Donc, quand c'est ouvert, c'est bien. Ça permet de ne pas frustrer les utilisateurs, mais derrière, il faut avoir les Power BI qui vont bien, les rapports qui vont bien pour pouvoir suivre en fait. Est-ce qu'on a trop de Teams ouverts à l'extérieur? Est-ce qu'on a trop de Teams publics? Est-ce qu'on a des Teams redondants? Géré par l'IT, c'est quand vous avez l'armée mexicaine au niveau du département de l'IT. Donc, il nous faut vraiment un département de l'IT dimensionné pour pouvoir en fait être réactif et répondre rapidement aux demandes des utilisateurs, créer les teams rapidement, parce que si on ne le fait pas, Shadow IT. Et puis contrôler, ça peut être via l'approbation, via une formation qu'on fait. Et donc là, avant, c'est la partie approbation, on la mettait en place à travers cette solution. Donc moi, avant, je faisais des démonstrations sur une application en vous montrant une application Power Apps qui permet en fait à l'utilisateur de demander son Teams, les informations sont enregistrées dans SharePoint. Ensuite, il y a Power Automate qui permet justement d'envoyer l'approbation. On va passer après à la partie configuration et on informe l'utilisateur, mais depuis peu, Microsoft, c'est très méconnu, mais Microsoft a mis en place une application toute prête sur GitHub que j'aime bien, qui s'appelle, je vous ai mis bien sûr le lien ici, qui s'appelle Request Team App. Et donc, on peut la mettre en tant qu'application dans Teams ici. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ici, en fait, du coup, on va avoir la possibilité de cliquer sur l'application. Ici, bien sûr, on va avoir en fait une Power Apps qui est intégrée dans Teams et qui va permettre justement à l'utilisateur de faire une demande, de voir l'avancement de ses demandes. Ça passe bien sûr par, il faut activer Power Apps et Power Automate pour tous les utilisateurs du tenant. Donc, moi, la plupart de mes clients ne l'ont pas encore activé. Donc, c'est bien sûr un prérequis. Les utilisateurs puissent avoir une licence Power Apps, sinon on n'ira pas très loin. Quand je parle de licence, ça ne veut pas dire payante. Ça veut dire que c'est activé au niveau des profils. Donc là, il va renseigner les informations de son team, qu'est-ce qu'il veut, comment il veut que ça s'appelle, etc. Donc, je vais passer, hein. Hop, j'avance. Ici, qui sera le propriétaire et qui seront les membres? Ensuite, est-ce que c'est un Teams confidentiel? Est-ce qu'il y a des données sensibles ou pas?
il va pouvoir choisir si c'est privé ou public. Hem, J'avance. Ensuite, est-ce qu'il veut choisir un template ou pas? Et après la demande, va passer, sur le Teams IT. Alors, de l'autre côté, en fait, il va y avoir un flow qui arrive, en fait, chez l'équipe IT en disant, «Est-ce que tu approuves ou pas?» Ça peut arriver aussi dans leur Teams. Je sais pas si on ici, en fait, dans le Teams, on va pouvoir, on peut passer par Teams, on peut passer comme ici. Et dans les imprimés écrans qui sont sur GitHub, vous allez voir, l'IT a un Teams et toutes les demandes arrivent sur Teams et eux, ils ont la possibilité d'approuver ou de refuser. Une fois qu'ils approuvent, et ben, le Teams sera créé, bien sûr, automatiquement et l'utilisateur sera alerté. Donc, c'est une application gratuite, bien sûr, que vous pouvez télécharger et déployer chez vous pour la tester. Et ici, en fait, quand vous cliquez sur GitHub, vous allez avoir, les imprimes écrans, aussi de cette application. Donc n'hésitez pas à la tester, moi j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal fait et donc ça vous permet justement de ne pas, tout redévelopper. Donc vous pouvez bien sûr la faire évoluer. Donc ici, on a différents scénarios dans la partie création. On peut avoir, par exemple, dans une entreprise qui nous disent: «Bah, nous, on aimerait bien notre clé, c'est le département». Donc on va préfixer par département et on va laisser en libre service. Donc à chaque fois que quelqu'un crée un Teams, ça sera préfixé par département. On peut avoir aussi d'autres entreprises qui disent: «Bah, nous, on va bloquer des mots», comme par exemple quand RH, quand l'utilisateur met HR, et ben, ça passe pas, il va lui dire que c'est un mot, qui est interdit. Et on va avoir des entreprises qui disent: «Bah, nous, on va pas limiter l'utilisation, de par nom ou la création de Teams. Par contre, on va utiliser les audit logs, pour, faire des investigations ou bien on peut utiliser tout simplement Power Apps avec des rapports, bien précis, on peut se baser sur Executive, par exemple, Summary que je vous ai montré tout à l'heure et créer, un rapport et l'étendre en fait pour pouvoir suivre certaines clés et faire en sorte est ce que, la création soit en libre service parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est de ne pas frustrer les utilisateurs et pas avoir du shadow IT. Alors sur la partie, expiration, je pense pas qu'on va avoir le temps de le voir, donc je vais, le squeezer. Mais vous avez, parce qu'en fait, c'est l'un des sujets super avancés. Ça vient en fait une fois qu'on a créé les modèles, tout ça, quand est-ce que notre team s'expire, vous avez toutes les slides, donc n'hésitez pas à les voir parce qu'il y a un nouveau sujet que je n'ai jamais abordé avant, dans les sessions et que j'aimerais vous montrer. C'est un super retour d'expérience. Donc, ici, je vais vous laisser les slides. Donc c'est la partie politique et politique de rétention. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, en fait, on a la possibilité d'utiliser les labels de sensitivity. Donc, pour les personnes qui connaissent un peu AIP, on a la possibilité de mettre des étiquettes à des éléments dans Microsoft 365 pour dire ce document-là, il est sensible. Et dans ce cas-là, eh ben, il ne s'affichera pas pendant les partages d'écran, je ne peux pas le faire sortir de l'entreprise, je ne peux pas l'envoyer par mail. Et on a la possibilité d'appliquer la même chose en fait à un Teams, de dire bah, en fait, moi, je vous donne un exemple, hein, que j'ai vu, chez l'un de mes clients. Ils me disent: «J'en ai marre des Teams publics». Pourquoi? Parce que les utilisateurs, par méconnaissance, ils créent des Teams publics et les documents, par exemple, comme budget, se retrouvent, par exemple, dans Delve. Moi, quand je vais sur mon Delve, ben, il va me proposer des documents publics et là, je vais pouvoir trouver les budgets, je vais pouvoir trouver les documents sensibles de la stratégie et donc j'ai un client qui me dit: «Ben, moi, je ne veux pas limiter la création de Teams. Par contre, les Teams publics, ça me dépasse, j'en veux plus. Je veux juste habiliter, par exemple, le service communication à créer des Teams publics, mais tout le reste, j'en veux pas» et ça passe par c'est vraiment super méconnu, mais ça passe par les labels. Donc j'ai la possibilité d'étiqueter tous les Teams par défaut venant d'une population sensible et dans ce cas-là, ils n'auront pas la possibilité de créer un Teams privé, Teams public, pardon, c'est l'inverse. Et donc, je vous ai montré, je vais mettre une vidéo que je vais speeder un peu ici. Excusez-moi, j'ai coupé mon du coup, je ne vous entendais pas. Donc, ici, j'ai la possibilité de créer en fait des étiquettes. Donc, je vais vous montrer rapidement comment on crée des étiquettes. Et donc, il faut bien sûr aller dans le centre de conformité. Cliquez sur protection des informations
Et là, on a les différentes étiquettes. Donc, c'est exactement ce qu'on faisait pour AIP avant, Azure Information Protection, pour ceux qui connaissent. Et donc là, je vais créer une étiquette qui s'appelle Teams privé et je vais par défaut l'assigner à tous les Teams. Et en fait, ça va empêcher les utilisateurs de créer des Teams publics. Donc, par défaut, ils n'auront que la possibilité privée. Et c'est la seule manière que je connais en tout cas, et j'ai mis du temps à la trouver, pour désactiver les Teams publics dans un tenant. Parce qu'il n'est pas possible par défaut de désactiver les Teams publics et pire encore les Teams pour toute l'organisation. Et donc là, bien sûr, on ne va pas l'assigner au fichier, on va l'assigner au site et au groupe. Et je vais dire que, en fait, là, et ça va me permettre de gérer la confidentialité des Teams. Et je vais dire par défaut, je veux que ça soit que privé. Et est-ce que je vais autoriser l'ajout des personnes, des invités ou pas? J'ai la possibilité de le désactiver pour une partie de la population. Et donc là, je clique sur suivant. Donc là, j'ai créé mon étiquette. Et ensuite, je vais la publier parce qu'il faut bien sûr une politique. Donc là, bien sûr, j'ai préparé ma démonstration plusieurs fois, donc j'ai créé mon étiquette 2 fois, donc il faut que je change de nom. Et donc là, je vais la publier et je vais dire qui aura accès à cette étiquette via une politique. Donc là, la politique, je vais, en publiant cette étiquette, je vais pouvoir en fait dire est-ce que ce sera une étiquette qui sera vraiment attribuée à tout le monde? Est-ce que je vais l'attribuer à une équipe? Par exemple, on peut se dire là, c'est à tous les utilisateurs ou je peux choisir un groupe. Je peux dire par exemple tous les utilisateurs qui ont été formés, je vais les mettre dans un groupe et eux, ils vont pouvoir avoir la possibilité de créer public et privé. Ou bien tous les utilisateurs qui n'ont pas été formés, eux, c'est que privé. Et s'ils veulent créer un public, il faut qu'ils créent un ticket ou qu'ils passent par le support, par exemple. Et donc, sinon, un autre cas, c'est de dire, il y a des services qui ont des données confidentielles, par exemple juridiques, compta, etc. Et eux, pour le coup, ils ne pourront pas créer des Teams publics. À vous de voir, hein, moi je donne juste des exemples et à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Et ça s'applique bien évidemment sur la partie sur Teams que aussi sur SharePoint, etc. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat de tout ce qu'on a fait. Ici, en fait, quand je clique sur créer un nouveau Teams, je vais avoir public et à l'échelle de l'organisation qui sont désactivés. Donc, je vais pouvoir créer que privé. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'ai cette étiquette par défaut. Et bien sûr, on essaie d'être pédagogue pour expliquer aux utilisateurs que, en fait, il ne faut pas créer des Teams publics. Et s'ils veulent créer des Teams publics, il faut passer par le support. Donc voilà pour cette partie étiquette, politique de rétention. Bien sûr, ils sont très puissants, hein, ils permettent de faire plein de choses. Mais moi, j'ai pris l'exemple de les Teams publics et privés. Voilà, j'essaie d'aller très vite parce que je ne veux pas vous mettre en retard et puis je veux respecter le timing. Mais il y a énormément d'autres exemples qu'on peut prendre. Donc maintenant, l'utilisation des templates. Et encore une fois, les templates, c'est une nouveauté de Teams. C'était pas disponible, c'est disponible, je pense, depuis deux mois, si je ne me trompe pas. Et donc maintenant, on a la possibilité et le confort de créer des templates Teams. Donc en fait, quand un utilisateur crée un Teams ici, franchement, le fait de le créer à partir de zéro, d'avoir une coquille vide à chaque fois, ça facilite pas la vie aux utilisateurs. Donc, on a la possibilité soit d'utiliser des modèles poussés par Microsoft, comme par exemple, ça c'est un modèle Microsoft, Retail pour les responsables. Mais Microsoft nous pousse énormément de modèles. Et moi, je trouve pour un utilisateur, quand il arrive là et qu'il trouve en fait des modèles de santé, des modèles qui sont liés à des domaines, par exemple le retail, alors que lui, il n'est pas du tout dans une entreprise de retail ou il n'est pas dans un hôpital ou autre, ça peut l'embrouiller. Donc, il faut bien sûr gérer la gouvernance de ces modèles. Et comment on fait, tout simplement? Je vais vous montrer. Je reviens à ma centrale admin. Bien sûr, il faut aller sur la centrale d'admin de Teams. Et donc, dans la centrale d'admin de Teams, on va voir les modèles.
Et donc, j'ai la possibilité de désactiver, c'est-à-dire cacher les modèles poussés par défaut par Microsoft. Alors, ici, on a les équipes. Et dans les équipes, on va avoir modèle d'équipe. Et dans les modèles, ici, vous allez voir un certain nombre de modèles apparaître. Par exemple, hôpital, qualité et sécurité, créer un magasin, crise générale ou événement. Moi, je ne veux pas mettre à disposition tout ça en fait de mes collaborateurs parce que ça va les embrouiller. Donc, j'ai la possibilité de gérer des stratégies. Donc ici, je vais dire, moi, j'ai une seule stratégie, mais j'ai la possibilité d'avoir une stratégie par type de population. Donc, dans la stratégie, si je clique dessus, je vais dire, moi, je veux masquer tout ça. En fait, ne masquer tout ce qui ne m'intéresse pas. Par exemple, moi, j'ai une entreprise IT d'accompagnement. Et ben pour le coup, créer un magasin, ça ne m'intéresse pas. Hôpital, ça ne m'intéresse pas. Soins pour les magasins, pour les patients non plus. Et donc, j'ai la possibilité de laisser que les templates qui m'intéressent. Et surtout, j'ai la possibilité aussi de créer des modèles custom qui sont créés au sein de mon entreprise. Et comment je fais ça? Je fais ça d'une manière super simple. Je vais sur modèle de l'équipe et ici, j'ai la possibilité d'en rajouter. Donc, quand je clique sur ajouter, j'ai la possibilité de créer un modèle de zéro. Bon, moi, je ne préfère pas créer un modèle de zéro, je préfère plutôt créer la Teams, en fait, créer l'équipe, créer mes différents canaux et puis l'utiliser en tant que modèle. Je reste sur mes réflexes SharePoint, hein. Sur SharePoint, on crée le site, on crée toute la structure et après, je le transforme. Je dis ça devient un modèle. Et donc là, j'ai la possibilité de dire utiliser une équipe existante en tant que modèle. Je clique sur suivant et là, il va me proposer en fait toutes mes équipes. Je vais me dire, par exemple, l'équipe de maths que j'ai montrée tout à l'heure, bah, celle-ci, elle est bien configurée. Je veux l'utiliser comme modèle projet. Et donc là, j'ai la possibilité de lui donner un petit nom en disant c'est pour les projets IT, par exemple. Et donc, je mets une petite description. Il s'agit d'un modèle, etc. Je clique sur suivant. C'est pas bien, mais il va me dire, écoute, dans ton Teams, tu as un certain nombre de canaux. Est-ce que tu veux tout ça? J'ai la possibilité, bien sûr, d'en rajouter ou de modifier. Il me dit, ben, par exemple, ici, tu as un certain nombre d'outils. Et si tu crées ce template, il va falloir, en fait, que à chaque fois qu'on crée un Teams, qu'on paramètre, en fait, ces outils-là. Donc, je dis, OK, ça me va. Je clique sur envoyer. Et là, il va réfléchir un peu et va me dire, ben, en fait, voilà, comment on l'appelait, projet IT. Et ben, projet IT, il vient d'être créé. Il ne faut pas oublier de le rajouter dans la stratégie. Si vous avez d'autres stratégies, et ben ici, par exemple, il est rajouté à la stratégie par défaut, projet IT, mais j'ai la possibilité de dire, ben, je ne veux pas l'afficher à tout le monde. Je vais le masquer pour tout le monde. Il faut bien sûr le sélectionner avant. Je vais le masquer pour tout le monde et je vais créer une deuxième stratégie que pour les utilisateurs IT où il va s'afficher. D'accord? Donc, c'est super simple. Vous avez vu, encore une fois, moi, j'ai ma méthode, je crée mon Teams et puis je le transforme en tant que modèle. Hop. Je vais m'arrêter là pour la partie chantier de gouvernance. Je vais vous faire un petit rex de deux entreprises différentes qui ont fait des choix différents. Et enfin, des choix différents. Et puis, on va pouvoir échanger ensemble si vous le souhaitez. Première entreprise, un groupe international, bien sûr, qui a déployé Office 365 sur plusieurs vagues, hein. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Il n'y a personne qui fait le Big Bang en disant, ben voilà, Microsoft 365, il y a 30 000 outils et puis tout est disponible d'un coup. Donc, en général, on fait des vagues. Et donc, il n'a pas mis d'approbation, pas de politique de nommage. Et donc, les utilisateurs sont satisfaits. Donc, le niveau d'adoption, il est monté en flèche parce que la création de Teams, elle est super simple. Par contre, nous, l'équipe Change derrière, eh ben, il fallait qu'on puisse être équipé des Power BI qui vont bien pour, par exemple, pour se rendre compte que d'un coup, on s'est rendu compte qu'on avait une explosion de Teams publics. On a vu d'un coup arriver 300 Teams publics et on s'est dit, waouh, soit il y a un problème, soit
Soit ce sont des Teams légitimes, soit il y a un souci, il faut qu'on puisse faire en fait de l'accompagnement. Donc, on a mis en place les outils qui vont bien, on a communiqué, mais malheureusement, ça n'a pas résolu notre nombre de Teams publics. Donc, ça a bondi jusqu'à 1000 Teams publics. Et puis, on s'est retrouvé avec des documents qui s'affichaient dans la recherche, qui s'affichaient dans Delve, des utilisateurs qui étaient frileux maintenant de Teams en disant bah, mes documents se retrouvent chez tout le monde, je ne comprends pas. La solution, et en plus, le retour, c'est la solution n'est pas sécurisée. Et donc, ce qu'on a fait, ben, on a mis en place les étiquettes, les labels de sensitivité, et pour désactiver les Teams publics et en finir. Et si, par exemple, un utilisateur a un besoin légitime, il n'y a aucun problème, il passe par le support et après étude de sa demande, eh ben, on va lui créer une équipe publique. Un autre groupe international qui a déployé bien sûr Office 365 sur différentes vagues. Et donc, et surtout, il avait en fait la possibilité, il avait déjà des référents par service qui pouvaient justement en fait gérer la partie approbation. Donc, la création par défaut des Teams a été désactivée. Et donc, les utilisateurs passent par un formulaire et ça atterrit chez les référents. Et en fait, pour pouvoir prendre cette décision, on a outillé les référents par une liste en fait de tous les Teams privés et publics dans leur département. C'est-à-dire, ils vont pouvoir vérifier s'il y a un doublon de ce Teams, si ce Teams, et c'est quelque chose qui manque aujourd'hui, donc c'est un développement qu'il faut faire en plus, pour dire bah, par département, quels sont les Teams qu'on a. Et donc, la création a pris du temps au début, et donc il a fallu vraiment faciliter la partie création. Donc, les référents maintenant, dès qu'ils cliquent sur un bouton approuver, bah, la création se fait automatiquement. Donc, ce sont deux états d'esprit différents, ce sont deux approches différentes, mais chacun en fait ses choix. Et puis, il faut qu'on mette en place la gouvernance qui va bien et surtout les actions qui vont bien pour éviter en fait de la frustration de la part des utilisateurs. C'est un peu le marathon gouvernance. Donc, est-ce que vous avez des questions pour moi? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des interrogations? Est-ce qu'il y a d'autres chantiers que vous souhaitez voir? Sachant que je suis en train de faire évoluer cette présentation pour parler des applications. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans Teams, on a la possibilité d'ajouter un certain nombre d'applications. Je peux juste vous montrer où c'est sur mon Teams. Par exemple, moi, sur mon Teams, quand l'utilisateur se connecte, eh ben, il va trouver une application qui s'appelle Welcome, qui va lui permettre, par exemple, sur un desktop, de le guider en disant si tu veux créer un Teams, c'est là, c'est comme ça. En fait, c'est une aide contextuelle. Ou bien, pour les nouveaux collaborateurs, j'affiche l'application Onboarding App, et en fait, qui va lui permettre de retrouver les informations qui vont bien sur l'entreprise et surtout, d'avoir une liste en fait de ses contacts, par exemple, s'il veut contacter telle et telle personne, c'est cette personne-là, il peut la contacter directement dans Teams. Il a une checklist en fait de tout ce qu'il doit faire sur la première journée, la deuxième, la troisième, les formations, etc. Et donc tout ça, ça passe par Teams et c'est complètement intégré dans Teams. Et donc, on a d'autres applications aussi tierces qu'on peut rajouter dans Teams. Donc, c'est le sujet, c'est une autre session que je suis en train de préparer. Donc, et ça rentre aussi dans la gouvernance. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est quelles sont les applications que j'autorise, qu'est-ce que je publie à destination de mes utilisateurs, etc. Donc, c'est un chantier que je vais aborder prochainement. Merci Fabrice, c'est vraiment très très riche effectivement Ouais. comme présentation. Moi, j'aurais, j'avoue, pas mal de questions. Alors, je suis pas une utilisatrice de Teams. Mon organisation commence à basculer très 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 doucement et les marchés publics, eux aussi, pour certains. Du coup, je vais quand même laisser la parole aux autres participants qui sont là. Si ce n'est que te poser une question ultra simple, en fait, tu as beaucoup insisté sur le fait que on ne pouvait pas désactiver donc un Teams public. Donc, Oui. par rapport à ça, pourquoi ça par défaut en fait? Parce que c'est effectivement super ennuyeux. Oui. En fait, techniquement, sur un tenant, en fait, on peut pas dire Teams public, on peut pas en fait, on peut pas dire bah, je veux pas que mes utilisateurs créent des Teams publics. La config n'existe pas. Et donc, malheureusement, ou peut-être heureusement, j'en sais rien, mais en tout cas, on n'a pas cette possibilité-là.
Et donc, comment la contourner? Et surtout, comment ne pas désactiver formellement tous les Teams publics? Parce qu'il y a des besoins légitimes de Teams publics. Ça représente peut-être 1% des usages, mais ça existe. Il ne faut pas qu'on frustre aussi ces utilisateurs-là. On a les services de communication qui souhaitent faire des Teams publics. On a peut-être des mises à disposition, je ne sais pas, d'informations à l'échelle de l'entreprise. Donc, c'est à la marge, mais ça existe. Et donc, du coup, les étiquettes, les sensitivity labels, eh ben, eux, ils permettent justement de pouvoir choisir qui peut le créer et qui ne peut pas. Donc, on peut l'attribuer au service communication la possibilité de le créer. Et ça, en fait, on a vu l'utilisation de Teams a explosé depuis le confinement. Hein, donc, il y a eu plein de déploiements sauvages qui n'ont pas pensé à cet aspect gouvernance de qui crée quoi et qui voit quoi. Et puis, moi, j'ai plein de messages qui me disent, ben, en fait, moi, je fais des présentations sur Teams depuis un petit moment et donc ils sont revenus vers moi en disant, ben, finalement, la solution, elle n'est pas sécurisée. Donc moi, je me suis dit, mais tiens, comment ça se fait qu'ils me disent que c'est pas sécurisé? Et après, j'ai compris que parce que en fait, je ne veux pas dire une mauvaise utilisation, mais peut-être c'est une mauvaise manip de créer un Teams public alors qu'on ne le souhaite pas forcément. Et puis finalement, ben, on se retrouve avec des documents ouverts à tout le monde. Il y a des personnes qui pensent qu'en créant le Teams public, eh ben, si la personne n'est pas membre de son Teams, donc elle ne se rajoute pas en tant que membre, ben, ne voit pas les documents. Et ben, c'est faux, parce que les documents sortent aussi dans Delve et dans la recherche. Voilà, l'objectif, c'est pas Ok, de faire peur, hein. L'objectif, c'est de sensibiliser je comprends. à cette notion. Et merci pour ta réponse. Est-ce que certains participants ont d'autres questions et profiter de Sabrine qui est là pour y répondre? Gaëlle, tu